Longuemont, Virginie, la boîte. Deux belles demeures sudistes se faisaient face de part et d'autre d'une longue pelouse, gracieusement traversée de quelques pistes cyclables en boucle et d'une allée à deux voies recouverte de graviers qui rejoignait la grande route par-dessus la colline. D'un côté de l'une de ces maisons se dressait une vaste grange peinte en rouge vif et bordée de blanc. Près de l'autre se trouvait une longue écurie peinte des mêmes couleurs. C'est là qu'on écarissait la meilleure viande de cheval de tout le sud. Entre la grange et l'écurie s'étendait une canardière, large et peu profonde, qui reflétait tranquillement le ciel. Dans les années 1860, les propriétaires originels de ces demeures allèrent se faire tuer à la guerre, et les survivants des deux familles avaient aujourd'hui rendu l'âme. Les deux domaines furent réunis en un qui devint propriété du gouvernement en 1954. C'était le quartier général de la boîte. À 9h10, par une journée ensoleillée d'octobre, le lendemain de celle où Andy et Charlie avaient quitté New York pour Albany, un homme assez âgé, au regard pétillant de bienveillance, une casquette de laine anglaise posée sur la tête, pédalait en direction de l'une de ces demeures. Derrière lui, au-delà du second tertre, se trouvait le poste de contrôle qu'il avait traversé après qu'un système d'identification sur ordinateur avait vérifié l'empreinte de son pouce, constituée d'une guérite placée entre deux rangées de barbelés. Sur la rangée extérieure, haute de 2 mètres, étaient accrochés à 20 mètres d'intervalle des panneaux sur lesquels on pouvait lire « Attention, propriété du gouvernement, clôture électrifiée à bas voltage ». Durant la journée, le voltage était effectivement bas. La nuit, le générateur du domaine le haussait à un niveau mortel, et tous les matins, une escouade composée de 5 gardiens faisait le tour du propriétaire dans des petites voitures de golf électriques. Ils ramassaient des cadavres calcinés, lapins, taupes, oiseaux, marmottes, parfois un putois gisant dans une mare de puanteur, ou encore un daim. Par 2 fois, ils avaient retrouvé des êtres humains, également grillés. Une distance de 3 mètres séparait les 2 rangées de barbelés. Nuit et jour, des chiens de garde faisaient le tour de l'installation à l'intérieur de cet espace. Les animaux, des Doberman, avaient été dressés à se tenir à l'écart des fils électrifiés. À chaque coin de la propriété se dressaient des miradors, peints également en rouge et blanc, occupés par un personnel spécialisé dans la mort rapide. Un circuit de télévision intérieur, contrôlé par ordinateur, couvrait la totalité du centre. Longuemont était un endroit sûr. L'homme pédalait toujours, adressant un sourire à ceux qu'il croisait. Un vieux bonhomme chauve, portant une casquette de baseball, promenait une pouliche aux chevilles fines. Il agita la main. « Salut, Cap! Sacrée belle journée, hein ?»« Superbe !» approuva l'homme à bicyclette. « Profites-en bien, Henri !» Il arriva devant la grande maison située au nord, descendit de vélo et abaissa la béquille. Il inspira profondément, inhalant l'air doux du matin, escalada vivement les larges marches du porche et passa entre les impressionnantes colonnes doriques. Il ouvrit la porte et pénétra dans le hall spacieux. Une jeune femme aux cheveux roux était assise derrière un bureau, un livre d'analyse et de statistiques ouvert devant elle. L'une de ses mains marquait la page, l'autre, glissée dans le tiroir de son bureau, effleurait un Smith & Wesson calibre 38. « Bonjour, Josie, dit l'homme d'un certain âge. « Salut, Cap. Vous êtes un peu en retard, non ?» Les jolies filles pouvaient se permettre ce genre de réflexion. Si Duane avait été de service à la réception, ça aurait été hors de question. Cap n'était pas partisan de la libération des femmes. « Mon dérailleur a été coincé, chérie. » Glissa son pouce dans la fente appropriée. Quelque chose dans la console émit un petit bruit mat. Une lumière verte clignota sur le tableau de Josie, puis s'alluma franchement. « Soyez sage maintenant. » Et elle répondit d'un ton malicieux. « Oh, je serai prudente en tout cas. » Et croisa les jambes. Cap éclata de rire et s'éloigna dans le hall. Elle le suivit des yeux, se demandant un moment si elle aurait dû lui dire que ce vieux bonhomme sinistre, ce Vanless, était arrivé 20 minutes auparavant. Elle pensa qu'il le saurait bien assez tôt et soupira. Rien de pire pour mal démarrer une aussi belle journée que d'avoir à parler à ce vieux fantôme. Elle songea qu'un homme comme Cap, qui occupait un poste à haute responsabilité, devait sans doute accepter le bon grain et livrer. Le bureau de Cap se trouvait à l'arrière de la maison. À travers la grande baie vitrée, on avait une vue magnifique sur la pelouse, la grange et la canardière, en partie masquée par un rideau d'aulne. Rich McKeon était à califourchon sur un motoculteur au milieu du gazon. Cap, debout les bras croisés dans le dos, le regarda un moment, puis se dirigea vers la machine à café installée dans un coin. Il versa le liquide brun dans un quart de la United States Navy, ajouta de la crème, puis s'assit et appuya sur la touche de l'intercom.
Bonjour, Rachel, commença-t-il. Bonjour, Cap. Le docteur Van Ness est... Ah, j'en étais sûr, coupa Cap. J'en étais sûr. J'ai su que cette vieille pute était là, à la seconde où je suis entré. Dois-je lui dire que vous êtes trop occupé aujourd'hui demanda Rachel. Oh, certainement pas, répondit Cap fermement. Laissez-le poireauter dans le salon jaune toute la matinée. S'il ne se décide pas à rentrer chez lui, je pense que je pourrai le voir avant le déjeuner. Bien, monsieur. Problème résolu. Pour Rachel, en tout cas, songea Cap avec un soupçon de rancœur. Van Ness ne la concernait pas le moins du monde. Le fait était que le docteur commençait à devenir gênant. Son utilité, comme son influence, était caduque. Il restait la solution du complexe de Maui. Et puis, en dernier recours, Rainbird. À cette pensée, Cap eut un petit frisson intérieur. Pourtant, il n'était pas homme à trembler facilement. Il pressa à nouveau la touche de l'intercom. « Je voudrais revoir le dossier McGee, Rachel, en entier. Faites venir Al Steinovitch à 10h30. Et si Van Ness est encore là quand j'en aurai terminé avec Al, vous pourrez me l'envoyer. » Très bien, Cap, dit Rachel. Il se renfonça dans son siège, posa ses mains l'une contre l'autre, en clocher, et regarda la photographie de George Patton accrochée sur le mur qui lui faisait face. Patton était à califourchon sur le sas de fermeture d'un char, comme s'il se prenait pour Duke Wayne. « La vie est dure quand on ne veut pas faiblir, dit-il à la représentation de Patton, et il sirota son café. 10 minutes plus tard, Rachel apporta le dossier sur une table de bibliothèque aux roues silencieuses. En tout, 6 boîtes de fiches et de rapports et 4 boîtes de photos. Il y avait aussi des enregistrements d'appels téléphoniques. La ligne des McGee était surveillée depuis 1978. « Merci, Rachel. »« Et de rien. Monsieur Steinovitch sera là à 10h30. »« Bah, bien sûr qu'il sera là. Et est-ce que Van Ness est déjà mort ?» demanda le Cap. « Oh, je crains que non, répondit-elle avec un sourire. Il reste assis à regarder Henri promener les chevaux. Et toujours en train de mettre en pièces ses maudites cigarettes demanda l'homme. Rachel mit sa main devant sa bouche, gloussa comme une écolière et hocha la tête. Il en est déjà à la moitié de son paquet. Cap émit un grognement. Rachel sortit et il se tourna vers le dossier. Combien de fois l'avait-il compulsé au cours des 11 derniers mois? 1 douzaine, 2 douzaines de fois? Il en connaissait la composition par cœur. Si Al ne se trompait pas, il tiendrait les 2 McGee restants à la fin de la semaine. À cette pensée, une onde de chaleur lui titilla le ventre. Il se mit à feuilleter le dossier au hasard, retirant une fiche par-ci, lisant un paragraphe par-là, sa façon à lui de se remettre dans le bain. La partie consciente de son esprit était au point mort, son subconscient en 4e. Maintenant, il ne s'embarrassait plus de détails, il lui suffisait de trouver le bon angle. Devant lui, un mémo personnel de Van Ness, daté du 12 septembre 1968. Un paragraphe précis attira l'œil de Cap. D'une importance énorme dans l'étude en cours des phénomènes psychiques contrôlables. De plus amples expériences sur des animaux iraient à l'encontre de l'effet recherché, voire au verso, et ainsi que je l'ai souligné à la réunion du groupe cet été, procéder à des tests sur des prisonniers ou des sujets à la personnalité déviante pourrait entraîner de graves problèmes, et si le lot 6 possède ne serait-ce qu'une partie du pouvoir que nous soupçonnons, voire au verso, en conséquence je persiste à recommander. Vous persistez à recommander qu'il soit injecté à des groupes de contrôle composés d'étudiants, en limitant au maximum les possibilités d'échec. En ce temps-là, Van Ness ne s'embarrassait pas de discours fumeux. Sa devise était « en avant toute et advienne que pourra ». 12 cobayes avaient subi les tests. 2 en étaient morts, le premier pendant l'expérience, le second peu après. 2 autres étaient fous et estropiés, l'un aveugle, l'autre paralysé. Ceux-là étaient enfermés au centre de Maui et y resteraient jusqu'à la fin de leur misérable vie, ce qui fait 4. Un étudiant était mort en 1972 dans un accident de voiture qui ressemblait fort à un suicide. Un des participants avait sauté du toit de la poste centrale de Cleveland en 1973, non sans avoir laissé un mot expliquant qu'il ne pouvait plus supporter les images dans sa tête. La police de Cleveland avait conclu à une paranoïa dépressive ayant entraîné le suicide. Cap et la boîte avaient diagnostiqué une overdose mortelle de l'eau 6, ce qui fait 6. 3 des cobayes s'étaient donné la mort entre 74 et 77, ce qui revient à dire qu'au moins 4 et peut-être 5 des participants avaient volontairement abrégé leur vie, presque la moitié. Ces 4 personnes s'étaient comportées tout à fait normalement jusqu'au moment où elles avaient choisi le pistolet, la corde ou le saut dans le vide. Qui pouvait réellement dire ce qu'elles avaient enduré? Ce qui fait 9.
Depuis 1977, date à laquelle le projet Law 6 était redevenu d'actualité après un long sommeil, un garçon nommé James Richardson, qui vivait à présent à Los Angeles, était sous surveillance constante. En 1969, il participait à l'expérience, et sous l'influence du Law 6, il avait, comme ses camarades, fait preuve d'une impressionnante gamme de talents. Télékinésie, télépathie et surtout domination mentale, manifestation qui paraissait la plus intéressante du point de vue très spécialisé de la boîte. Mais comme cela s'était produit pour les autres, les pouvoirs de James Richardson semblaient avoir complètement disparu dès que les effets de la drogue s'étaient estompés. Les entretiens ultérieurs de 1971 à 1975 n'avaient rien donné. Même Van Ness, qui devenait fanatique quand il était question du Law 6, avait dû se rendre à l'évidence. Des contrôles réguliers effectués par ordinateur et au hasard, beaucoup moins au hasard d'ailleurs depuis le début de l'affaire McGee, avaient montré que Richardson n'utilisait aucune sorte de pouvoir psychique, consciemment ou inconsciemment. Il avait terminé ses études en 1971, une série d'emplois directoriaux sans grande responsabilité, autant pour la domination mentale, l'avait conduit vers l'Ouest. À présent, il travaillait pour la Telmine Corporation. C'était aussi un sale pédé. Cap soupira. Il continuait à garder un œil sur Richardson, mais Cap était convaincu depuis longtemps que ce type n'était bon à rien, ce qui fait 10. Il ne restait qu'Andy McGee et sa femme. La découverte de leur mariage avait été une aubaine pour la boîte, ainsi que pour Van Ness, qui avait commencé à bombarder le bureau de mémo, suggérant que tout rejeton de cette union devait être surveillé de près. Plus d'une fois, Cap avait eu envie de lui dire que, d'après leurs dernières informations, Andy McGee avait subi une vasectomie, histoire de clouer le bec à ce vieux salaud. À cette époque, Van Ness avait déjà eu une attaque. Il était devenu inutilisable, un poids mort. On n'avait procédé qu'à une seule expérience avec le Law 6. Les résultats désastreux avaient nécessité une couverture massive, complète et onéreuse. D'en haut, l'ordre était venu d'imposer un moratoire d'une durée indéterminée sur toute expérience ultérieure. Ce jour-là, les motifs de protestation n'avaient pas manqué à Van Ness, pensa Cap. Il ne s'était pas privé de protester. Mais aucun signe n'indiquait que les Russes ou toute autre puissance mondiale s'intéressaient au pouvoir psy induit par la drogue. Les gros bonnets avaient conclu qu'en dépit de quelques résultats positifs, le Law 6 était une impasse. L'un des scientifiques travaillant sur le projet avait, au vu des résultats, comparé cette tentative au fait d'adapter un moteur de supersonique sur une vieille Ford. L'engin démarrait en trombe jusqu'au premier obstacle. Le problème était qu'au plus fort de leur capacité psy, les sujets de l'expérience n'avaient plus leur tête à eux. Aucun contrôle n'était possible. À l'autre bout de la chaîne, les gros bonnets faisaient dans leur froc. Couvrir la mort d'un agent ou d'un témoin involontaire au cours d'une opération était une chose. Dissimuler la mort d'un étudiant ayant succombé à une crise cardiaque, la disparition de 2 sujets, l'hystérie et la paranoïa suicidaire du reste des cobayes en étaient une autre. Tous ces gens avaient des amis, des relations, même si l'un des critères de sélection des participants était précisément l'absence de famille proche. Le coût de cette opération avait été considérable, les risques aussi. Ils avaient dû acheter pour 700 000 $ de silence, et dans un cas, celui du parrain de l'étudiant qui s'était arraché les yeux. Il s'agissait d'un silence définitif. L'homme refusait de laisser tomber. Il était décidé à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. En fait, le seul endroit où ce type se fût jamais rendu se trouvait à Baltimore, au fond de la faille océanique. Il y était sans doute encore, avec 2 blocs de ciment autour de ce qui restait de ses jambes. Dans toute cette entreprise, le facteur chance avait tenu une place importante, beaucoup trop importante. Le projet Law 6 était retourné dans sa boîte. Une somme annuelle continuait à lui être affectée, mais l'argent ne servait plus qu'à poursuivre la surveillance intermittente des survivants au cas où quelque chose se produirait. Et quelque chose s'était produit. Cap fouilla dans une chemise contenant des photos et ressortit un cliché 24-36 noir et blanc de la fillette. Il avait été pris 3 ans plus tôt au téléobjectif, alors qu'elle avait 4 ans et était inscrite à l'école maternelle libre de Harrison depuis l'arrière d'une camionnette de boulanger. Elle avait été ensuite agrandie et recadrée, de façon à faire ressortir, parmi une foule d'enfants, le portrait d'une petite fille souriante, les tresses au vent, qui serrait dans ses mains les poignées d'une corde à sauter. Cap contempla longuement la photo, non sans une certaine émotion. Van Ness, à la suite de son attaque, avait découvert la peur. Il pensait maintenant que la gamine devait être éliminée. Van Ness n'était pas en odeur de sainteté ces temps-ci. Pourtant, nombre de ceux qui avaient la faveur des hautes autorités partageaient son opinion. Cap espérait de toutes ses forces que cela ne se produirait pas,
Il avait lui-même 3 enfants, dont 2 de l'âge de Charlène McGee. Bien sûr, il leur faudrait séparer la petite de son père, probablement d'une façon permanente. McGee devrait certainement être liquidé après avoir rempli son rôle, bien entendu. 10h15. Cap appela Rachel. Est-ce qu'Albert Steinovitch est là demanda-t-il. Oh, il vient juste d'arriver, monsieur. Ah ben, très bien, faites-le entrer, s'il vous plaît. Je veux que vous vous chargiez personnellement de la dernière phase, Al. Très bien, Cap, répondit-il. Albert Steinovitch était un petit homme au teint jaune pâle et aux cheveux très noirs. Dans sa jeunesse, on le prenait souvent pour l'acteur Victor Jory. Cap travaillait avec Steinovitch depuis presque 8 ans. En fait, ils avaient quitté ensemble la marine pour la boîte. Depuis toujours, Al lui faisait l'effet d'un homme prêt à entrer à l'hôpital pour y agoniser longuement. Il fumait ses cigarettes à la chaîne, sauf dans ce bureau où il n'y était pas autorisé. Il marchait d'un pas lent, majestueux, ce qui lui conférait une étrange dignité, qualité assez rare chez l'homme. Cap, qui connaissait le dossier médical de tous les agents de la section 1, savait que cette démarche impériale était bidon. Albert souffrait d'hémorroïdes et avait déjà subi 2 opérations. Il avait refusé la 3e parce qu'elle aurait pu se solder par le port d'un sac colostomique jusqu'à la fin de ses jours. Cap rapprochait ça du conte de fées, où il était question d'une sirène qui voulait être femme et paya cher ses jambes et ses pieds. Il se disait qu'elle aussi devait avoir une démarche plutôt digne. « Combien de temps vous faut-il pour arriver à Albany » demanda-t-il à Hal. 1 heure. Bon. Et où en est-on là-bas? Albert croisa ses petites mains jaunâtres sur ses genoux. La police de l'État coopère obligeamment. Des barrages ont été établis sur toutes les grandes routes quittant Albany en cercle concentrique depuis l'aéroport. Nous couvrons un rayon de 60 kilomètres. Vous partez du principe qu'ils n'ont pas été pris en stop demanda Cap. Nous y sommes obligés, dit Albert. S'ils ont trouvé quelqu'un qui les a déposés à 300 kilomètres de là, il nous faudra tout recommencer. Je table sur le fait qu'ils sont à l'intérieur du cercle. Et pourquoi ça, Albert? Cap se pencha en avant. Steinovitch était sans le moindre doute le meilleur agent de la boîte, à l'exception peut-être de Rainbird. Il était intelligent, intuitif et impitoyable lorsque son travail l'exigeait. Un pressentiment, d'abord, répondit Albert. Ensuite, ce qu'a répondu l'ordinateur, après que nous lui ayons fourni tout ce que nous savons sur la vie d'Andrew McGee durant ces 3 dernières années. Nous lui avons demandé d'extraire toutes les possibilités ayant trait au pouvoir que McGee est censé posséder. Non, il le possède vraiment, Hal, affirma Cap avec douceur. C'est ce qui rend cette opération bigrement délicate. Bon, d'accord, il le possède, concéda Hal. Mais l'ordinateur suggère que McGee ne peut l'utiliser que d'une manière limitée. S'il en abuse, ça le rend malade. Exact, répondit Cap. Nous comptons énormément là-dessus. À New York, reprit Albert, il dirigeait une petite affaire, un truc du genre Dale Carnegie. Cap hocha la tête. Timides associés, une affaire destinée principalement à aider les cadres trop velléitaires, de quoi leur permettre à lui et à sa fille de subsister, sans plus. Nous avons débriefé son dernier groupe, reprit Steinovitch, 16 en tout. Les élèves réglaient leurs cours en 2 parties, $100 à l'inscription, les 100 autres en milieu de programme, s'ils avaient l'impression de faire des progrès. Ce qui a été le cas pour la totalité du groupe. Cap hocha à nouveau la tête. Le don de McGee faisait merveille quand il s'agissait de rendre les gens plus confiants en eux-mêmes. Il les poussait, littéralement, à retrouver leur assurance. Nous avons donné à l'ordinateur les réponses fournies par ce groupe à certaines questions clés. Vous êtes-vous senti mieux disposé envers vous-même et envers les cours que vous suiviez à certains moments spécifiques? Vous est-il arrivé, après une réunion des Confidences associées, de vous prendre pour un tigre au bureau? Avez-vous... De vous prendre pour un tigre? Interrompit Cap. Mais, bon Dieu, vous leur avez vraiment demandé ça? C'est l'ordinateur qui suggère la phraséologie, répondit Hal. Bon, continuez. La 3e question était: avez-vous obtenu des succès spécifiques, mesurables dans votre travail depuis que vous suivez les cours de Confidences associées? C'est avec celle-ci qu'on pouvait espérer les réponses les plus objectives, parce que les gens se souviennent du jour où ils ont eu une augmentation ou un compliment de la part de leur patron. D'ailleurs, ils ne demandaient qu'à parler, ça m'a fait une drôle d'impression. McGee tenait vraiment ses promesses. Sur 16 élèves, 11 ont obtenu une promotion. 11. Et sur les 5 restants, 3 travaillent dans des secteurs où les promotions ne sont accordées qu'à certaines périodes bien déterminées. Personne ne conteste le pouvoir de McGee, déclara Cap. Plus maintenant, en tout cas. Bon, j'en reviens au fait, reprit Hal. Les cours duraient 6 semaines. L'ordinateur, en utilisant les réponses aux questions clés, a déterminé 4 dates importantes.
Celles qui correspondent au jour où McGee a probablement additionné le blabla habituel, du genre youpi, il suffit de vouloir pour y arriver, d'une bonne poussée. Les dates que nous possédons sont les suivantes: 17 août, 1er septembre, 19 septembre et 4 octobre. Et ce qui prouve demanda Cap. Eh bien, il a poussé ce chauffeur de taxi hier soir. Il l'a poussé fort. Le type en est encore tout secoué. Nous pensons qu'Andy McGee est au bout du rouleau. Malade, immobilisé peut-être. Albert regarda Cap sans ciller. Selon l'ordinateur, le taux de probabilité en faveur de sa mort est de 26%. Quoi? Oui, il lui est déjà arrivé de forcer la dose et de se retrouver cloué au lit, reprit Albert. Quelque chose qu'il se fait au cerveau, Dieu sait quoi. De minuscules hémorragies peut-être. C'est un mal progressif. L'ordinateur estime qu'il y a un peu plus d'une chance sur 4 qu'il soit mort d'une crise cardiaque ou plus probablement d'une attaque. Il a été forcé de se servir de la poussée avant d'avoir pu se recharger, dit Cap. Albert hocha la tête et sortit quelque chose de sa poche. Un objet enveloppé dans du plastique souple. Il le tendit à Cap, qui le regarda et le lui rendit. Et c'est censé signifier quoi? Pas grand-chose, répondit Hal, en contemplant le billet dans son étui plastifié d'un air méditatif. Simplement le prix que McGee a payé pour son trajet en taxi. Il est allé de New York à Albany avec $1? Cap reprit le billet et le détailla avec un intérêt accru. Le tarif d'une course en taxi est certainement... Mais qu'est-ce que... Il laissa tomber le billet sur son bureau, comme s'il avait été brûlant, et se renfonça dans son siège en clignant des yeux. Vous aussi, hein, fit Hal. Vous avez vu? Bon Dieu, mais je ne sais pas ce que j'ai vu, grogna Cap. Il tendit la main vers la boîte de céramique où il gardait ses pastilles contre les brûlures d'estomac. Pendant une seconde, ça n'a plus du tout ressemblé à un billet $1. Et maintenant? Redemanda Hal. Cap risqua un coup d'œil vers le rectangle vert. Non, c'en est un, pas de doute. Voilà Georges et... Mon Dieu! Il recula si violemment dans son siège qu'il faillit se cogner la tête contre les panneaux de bois sombres derrière son bureau. Il regarda Hal. Le visage, il s'est transformé, comme si des lunettes avaient poussé ou je ne sais quoi. Il y a un truc? Oh oui, un sacré truc, dit Hal, en reprenant le billet. Je l'ai vu moi aussi au début. Maintenant, c'est fini. Je crois que je me suis adapté. Mais je veux bien être pendu, si je sais comment. Il n'y a rien, bien sûr. Ce n'est qu'une hallucination complètement dingue. J'ai pourtant réussi à distinguer le visage. C'est celui de Benjamin Franklin. Et le chauffeur de taxi vous a donné ça? Demanda Cap. Fasciné, il regardait le billet, attendait qu'il change à nouveau, mais George Washington ne se transforma pas. Hal se mit à rire. Oui, nous lui avons pris le billet et nous lui avons donné un chèque de $500. Il ne perd pas au change. Pourquoi? Demanda Cap. Benjamin Franklin est sur le billet de 100, pas sur celui de 500. Apparemment, McGee ne le sait pas. Montrez-moi ça encore une fois, dit Cap. Hal tendit le billet $1. Cap le contempla fixement pendant près de 2 minutes. Juste au moment où il s'apprêtait à le rendre à Steinovitch, le visage bougea à nouveau, troublant. Cette fois-ci, pourtant, Cap sentit que le mouvement était dans sa tête, pas sur le billet. « Je vais vous dire une chose, commença Cap. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que Franklin n'a pas de lunettes sur le billet de 100. En tout cas, c'est... » Il fit traîner sa phrase, ne sachant trop comment la compléter. Sacrément surnaturel lui vint à l'esprit, mais il chassa les mots de sa tête. « Mouais, approuva Hal. Quoi qu'il en soit, l'effet est en train de se dissiper. Ce matin, je l'ai montré à environ 6 personnes. 2 ont cru voir quelque chose, mais rien de comparable à la vision du chauffeur de taxi et de la fille avec laquelle il vit. « Alors, vous pensez qu'il a poussé trop fort ?» demanda Cap. « Oui. À mon avis, il n'en peut plus. Ils ont peut-être dormi dans les bois ou dans un motel à l'écart des routes, à moins qu'ils ne se soient réfugiés dans un camp d'été de la région. En tout cas, je crois qu'ils sont toujours dans le coin et que nous n'aurons pas trop de mal à les cueillir. »« De combien d'hommes avez-vous besoin ?» demanda Cap. « Oh, j'ai tout ce qu'il me faut, » répondit Hal. « La police de l'État fait le boulot de 1000 hommes, priorité maximum. Ils ratissent la région, maison par maison. Nous avons déjà contrôlé tous les hôtels et les motels des environs immédiats d'Albany, plus d'une 40. Et nous commençons à déborder sur les villes alentours. Un homme et une petite fille, ça se remarque comme un nez au milieu de la figure. On les aura. Tous les 2, ou seulement la gamine, si le père est mort. » Albert se leva. « Je ferais bien d'y aller. Je tiens à être sur place pour le dernier round. »« Oui, évidemment. Ramenez-les-moi, Albert. »« Oh, vous les aurez. » Et il se dirigea vers la porte. « Albert !» Le petit homme au teint jaunâtre se retourna.
Qui est sur le billet de 500 $? Avez-vous vérifié? Albert Steinovitch sourit. C'est McKinley. Il a été assassiné. Il sortit et referma doucement la porte derrière lui, laissant Cap à ses considérations. 10 minutes plus tard, Cap appuya de nouveau sur la touche de l'intercom. « Rainbird est-il rentré de Venise, Rachel ?»« Hier, répondit la jeune femme. Cap crut discerner une nuance de dégoût dans l'intonation professionnelle de la parfaite secrétaire. « Est-il ici ou à Sanibel ?» La boîte avait un centre de repos sur Sanibel Island, en Floride. Il y eut un silence, le temps que Rachel interroge l'ordinateur. « Il est ici, Cap, arrivé hier à 18h, probablement en train de dormir. »« Faites-le réveiller, commanda Cap. Je voudrais le voir juste après Vanless, en admettant que Vanless soit encore là. »« Il y était il y a un quart d'heure, répondit Rachel. »« Très bien, dit Cap. Rainbird à, disons, midi. »« Oui, monsieur. »« Vous êtes une bonne petite, Rachel. »« Merci, monsieur. » Elle semblait émue. Cap l'aimait bien, beaucoup même. « Faites entrer le docteur Vanless, s'il vous plaît, Rachel. » Il se renfonça dans son siège, joignit ses mains devant lui et pensa « Parce que j'ai péché. » Le docteur Joseph Vanless avait eu une attaque le jour où Richard Nixon avait annoncé sa démission de la présidence, le 8 août 1974. Un accident cérébral de gravité moyenne. Il ne s'était jamais complètement rétabli physiquement, ni mentalement de la vie de Cap. Depuis cette crise, l'intérêt que Vanless portait à l'expérimentation du lot 6 et à ses conséquences avait pris une tournure obsessionnelle. Il entra dans le bureau en s'appuyant sur une canne. La lumière provenant de la baie vitrée accrocha ses lunettes rondes dépourvues de monture qui brillèrent d'un éclat terne. Les doigts de sa main gauche étaient contractés comme des serres. Le côté gauche de sa bouche était figé en un rictus permanent et glacé. Par-dessus de l'épaule de Vanless, Rachel jeta à Cap un regard compatissant. Cap hocha la tête, indiquant qu'elle pouvait se retirer. Elle referma silencieusement la porte. « Ce bon docteur, commença Cap plaisamment. « Est-ce que l'affaire avance » demanda Vanless. Il s'assit avec un grognement. « Top secret » lâcha Cap. « Vous le savez très bien, Joe. Que puis-je pour vous aujourd'hui ?»« Oh, j'ai bien vu l'activité qui règne ici » continua Vanless, ignorant la question. « J'ai fait le pied de grue toute la matinée, alors j'ai eu le temps de regarder, n'est-ce pas ?»« Si vous venez sans rendez-vous, » dit Cap. « Vous pensez leur mettre bientôt la main dessus, encore une fois » interrompit Vanless. « Sinon, pourquoi Steinovitch, cet exécuteur ? Peut-être que vous les tenez vraiment, c'est possible, mais vous l'avez déjà cru plusieurs fois, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que vous voulez, Joe ? » Cap n'aimait pas qu'on lui rappelle les échecs passés. Ils avaient effectivement tenu la fillette pendant un certain temps. Les hommes qui avaient participé à cette affaire n'étaient toujours pas opérationnels et ne le seraient peut-être plus jamais. « La même chose depuis toujours, » déclara Vanless, penché sur sa canne. « Oh mon Dieu, pensa Cap, le vieux con va me faire son numéro de rhétorique. Pourquoi est-ce que je reste en vie ? Mais pour vous convaincre de les neutraliser tous les deux, ce James Richardson également, et ceux de Maui aussi. Éliminez-les, capitaine Hollister, faites-les disparaître de la surface de la Terre. » Cap soupira. Vanless eut un geste de sa main crochue en direction du chariot de la bibliothèque. « Je vois que vous avez encore consulté le dossier. »« Je le connais presque par cœur, » dit Cap, en esquivant un demi-sourire. Depuis 1 an, le lot 6, c'était son pain et son vin. Au cours des 2 années précédentes, il était resté inscrit en permanence sur son agenda. Après tout, Vanless n'était peut-être pas le seul obsédé dans cette pièce. La différence, c'est que je suis payé pour ça. Chez Vanless, ce n'est qu'un passe-temps. Un passe-temps dangereux. « Vous avez beau le consulter, il ne vous apprend rien, » dit Vanless. « Laissez-moi essayer encore une fois de vous convertir aux voies de la vérité, capitaine Hollister. » Cap voulut protester, puis il songea au rendez-vous de midi avec Rainbird. Son visage se dérida. Ses traits exprimaient à présent le calme, la compassion même. « C'est bon, » lâcha-t-il. « Allez-y. »« Vous pensez toujours que je suis fou, n'est-ce pas ? Voire cinglé, » dit Vanless. « Je n'ai rien dit de tel, » dit Cap. « Eh bien, il serait bon que vous vous rappeliez que j'ai été le premier à suggérer un programme d'expérimentation avec l'acide dilysergique trivalent. »« Certains jours, j'aimerais pouvoir l'oublier, » répliqua Cap. Il lui suffisait de fermer les yeux pour visualiser le premier rapport de Vanless. Un pavé de 200 pages en forme de prospectus pour une drogue désignée tout d'abord par les initiales DLT, puis appelée acide plus par les techniciens qui la manipulaient, et enfin l'eau 6. Le prédécesseur de Cap, qui avait donné le feu vert au projet initial, reposait au cimetière d'Arlington depuis 6 ans. Ce bon citoyen avait même eu droit aux honneurs militaires. « J'estime simplement que mon opinion devrait peser dans la balance, » reprit Vanless.
Il paraissait fatigué ce matin. Les mots sortaient lentement de sa bouche, comme brouillés. Quand il parlait, le coin gauche de sa bouche restait immobile. « Mais j'écoute, » affirma Cap. « Autant que je sache, je suis le seul psychologue, le seul membre du corps médical qui retienne encore votre attention. Vous êtes tous aveuglés, obnubilés par une seule chose, ce que cette petite fille et cet homme représentent pour la sécurité de l'Amérique, et peut-être pour l'équilibre futur des pouvoirs. D'après les renseignements que nous avons rassemblés sur lui, ce McGee est une sorte de Rasputin bénin. Il peut faire... » Van Ness continuait à pontifier, mais Cap ne l'écoutait plus. Un Rasputin bénin, pensa-t-il. L'expression était empoulée, mais elle lui plaisait. Il se demanda comment réagirait Van Ness s'il apprenait que, d'après l'ordinateur, McGee s'était peut-être condamné lui-même en quittant New York. Et s'il lui montrait l'étrange billet, il aurait certainement une autre attaque, se dit Cap, en dissimulant un sourire derrière sa main. « C'est avant tout la fille qui m'inquiète, » déclarait Van Ness, pour la 20e, 30e, 50e fois. Le mariage de McGee et Tomlinson s'était joué à 1000 contre 1. Nous aurions dû l'empêcher à tout prix. Pourtant, qui aurait pu prévoir ? Mais vous y étiez totalement favorable à l'époque, coupa Cap. Il ajouta un peu sèchement. Je crois même que vous auriez conduit la mariée à l'hôtel, si on vous l'avait demandé. Personne ne s'en rendait vraiment compte, murmura Van Ness. Il a fallu cette attaque pour m'ouvrir les yeux. Le Losis n'était d'après tout qu'une synthèse d'extraits pituitaires, un antidouleur hallucinogène incroyablement puissant, dont la portée nous dépassait alors, comme il nous dépasse maintenant. Nous savons, en tout cas nous en sommes presque sûrs, que le pendant naturel de cette substance est responsable des bouffées occasionnelles de pouvoir psychique que tout être humain ressent un jour ou l'autre. Une gamme de phénomènes étonnamment large, précognition, télékinésie, domination mentale, explosion de forces surhumaines, contrôle temporaire du système nerveux sympathique. Mais saviez-vous que la glande pituitaire entre en suractivité dans presque toutes les expériences de biofeedback ? Cap le savait. Van Ness le lui avait dit un nombre incalculable de fois. Il savait aussi qu'il était inutile de répondre. Van Ness était lancé et Cap disposé à l'écouter, une dernière fois. Autant accorder au vieil homme son heure de gloire ? Oui, c'est vrai, Van Ness donna lui-même la réponse. Elle entre en activité également au cours du sommeil paradoxal. Ceux qui souffrent de troubles de la glande pituitaire ne rêvent pas normalement et sont plus que tout autre sujets aux tumeurs cervicales. La glande pituitaire, capitaine Hollister, en termes d'évolution, c'est la plus ancienne glande endocrine du cerveau. Au cours de l'adolescence, elle libère à plusieurs reprises dans le sang une dose d'extrait correspondant à son propre volume. C'est une glande extrêmement importante, terriblement mystérieuse. Si je croyais à l'âme humaine, capitaine Hollister, je dirais qu'elle se tient dans la glande pituitaire. Cap grogna. Mais nous savons tout cela, reprit Van Ness, et nous savons aussi que le Losis a d'une manière ou d'une autre changé la composition de la glande pituitaire des sujets de l'expérience. Même celle de votre prétendu homme tranquille, James Richardson. Qui plus est, nous pouvons déduire, d'après nos renseignements sur cet enfant, qu'il altère aussi la structure chromosomique. Il pourrait s'agir d'une véritable mutation. Le facteur X a été transmis, dit Cap. Non, répondit Van Ness. Cela fait partie des nombreux points que vous ne parvenez pas à saisir, capitaine Hollister. Andrew McGee est devenu un facteur X dans les années qui ont suivi cette expérience. Vicky Tomlinson est devenue un facteur Y, également affecté, mais pas de la même manière que son mari. Elle a conservé un pouvoir télékinésique assez bas. Lui a gardé un pouvoir de domination mentale de moyenne amplitude. Mais la petite fille, qu'est-elle réellement, capitaine Hollister ? Nous n'en savons rien. Le facteur Z, sans doute. C'est ce que nous avons l'intention de découvrir, murmura Cap. À présent, le rictus de Van Ness s'étendait aussi au côté droit de sa bouche. C'est ce que vous avez l'intention de découvrir, répéta-t-il. Oui, si vous persistez, c'est ce qui va se produire, pauvre fou aveugle. Il ferma les yeux quelques secondes et les recouvrit de sa main. Cap le regardait tranquillement. Vous savez déjà une chose, elle allume des feux, dit Van Ness. Exact, dit Cap. Et vous présumez qu'elle a hérité des capacités de télékinésie de sa mère. En fait, vous avez même de forts soupçons. Exact, répondit Cap. Quand elle était toute petite, elle ne possédait aucun moyen de contrôler ses talents, faute d'un mot plus approprié. Un enfant en bas âge est aussi incapable de contrôler ses besoins naturels, répliqua Cap, utilisant l'un des exemples mis en avant dans le dossier. Mais quand il grandit... Oui, je connais parfaitement cette analogie, reprit Van Ness. Mais un enfant plus âgé n'est pas pour autant à l'abri des incidents. Cap sourit. Nous la garderons dans une pièce à l'épreuve du feu. Une cellule, dit Van Ness.
Oui, si vous préférez, concéda Cap, souriant toujours. Écoutez-moi bien, reprit Van Less. Cette gamine n'aime pas utiliser son pouvoir. On lui a appris à en avoir peur, tout à fait délibérément. Laissez-moi vous donner un exemple similaire. Celui du fils de mon frère. Freddy voulait toujours jouer avec les allumettes. Beau, beau, disait-il en les allumant. Aussi, mon frère décida-t-il de créer chez lui un complexe, de lui faire suffisamment peur pour qu'il n'y touche plus jamais. Il dit à Freddy que le soufre des allumettes ferait pourrir et tomber ses dents, qu'il deviendrait aveugle à force de les regarder brûler. Finalement, il en alluma une et éteint pendant 1 seconde la main de l'enfant au-dessus de la flamme. Votre frère, murmura Cap, me paraît être un fin psychologue. Mieux vaut provoquer une petite cloque sur la main d'un enfant que de le voir un jour dans le service des grands brûlés, répondit Van Less, emmailloté de linge mouillé et les 3/4 de son corps atteints au 3e degré. Je dirais qu'il vaut mieux mettre les allumettes hors de la portée des enfants, reprit Cap. Et pouvez-vous mettre les allumettes de Charline McGee hors de sa portée demanda Van Less. Cap hocha silencieusement la tête. Je vous concède ce point, mais posez-vous cette question, capitaine Hollister. À quoi ressemblait la vie d'Andrew et Victoria McGee quand Charlène n'était qu'un bébé? Quand ils ont commencé à faire le rapprochement et à comprendre, le biberon tarde, l'enfant pleure, et au même moment, l'un des animaux en peluche, posé près d'elle dans le berceau, s'enflamme. La couche n'est pas changée à temps, l'enfant pleure, et quelques secondes plus tard, les vêtements sales dans le panier prennent feu spontanément. Vous avez lu les rapports, capitaine Hollister. Vous savez ce qui se passait dans cette maison. Un extincteur et un détecteur de fumée dans chaque pièce. Une fois, capitaine Hollister, ils sont entrés dans la chambre de l'enfant et l'ont trouvé debout, hurlant dans son berceau, les cheveux en feu. Ses propres cheveux. Oui, ça devait les rendre bigrement nerveux, dit Cap. Alors, continua Van Less, ils lui ont appris à être propre, et ils lui ont appris à être ignifuge. À être ignifuge, oui, répéta Cap d'un air songeur. Ce qui veut simplement dire que, tout comme mon frère et son fils, ils ont créé chez elle un complexe. Vous avez évoqué l'analogie, capitaine Hollister, alors examinons-la de plus près. Comment apprend-on à un enfant à être propre? En créant purement et simplement un complexe. Soudain, la voix du vieil homme se fit suraiguë et chevrotante, comme celle d'une femme grondant son enfant. Cap écoutait avec un étonnement mêlé de dégoût. « Vilain bébé !» cria Van Less. « Regarde ce que tu as fait. C'est sale, bébé. Regarde comme c'est sale. C'est vilain de faire dans ta culotte. Est-ce que les grandes personnes font dans leur culotte? Sur le pot. Tu dois aller sur le pot. »« Oh, je vous en prie, dit Cap, un peu gêné. Mais c'est ainsi qu'on procède, en attirant l'attention de l'enfant sur ses fonctions éliminatoires, d'une façon qui serait considérée comme malsaine si l'objet de la fixation était autre. Quelle est la force de ce complexe inculqué à l'enfant, demanderez-vous? Richard Hammond de l'université de Washington s'est posé la question et a procédé à une expérience pour y répondre. Il a demandé 50 étudiants volontaires. Il leur a fait boire de l'eau, du soda et du lait jusqu'à ce qu'ils meurent d'envie d'uriner. Après une attente d'une durée prédéterminée, il leur a dit qu'ils pouvaient se soulager, à condition de le faire dans leurs pantalons. Bah, « C'est répugnant !» s'écria Cap, choqué et écœuré. « Ouais, vous voyez à quel point le complexe est enraciné dans votre psyché, déclara calmement Van Less. Vous ne trouviez pas ça répugnant quand vous aviez 12 mois? Vous auriez uriné n'importe où, y compris sur les genoux du pape, si vous en aviez eu envie à ce moment-là. Pour en revenir à l'expérience de Damon, capitaine Hollister, la plupart des étudiants ne purent pas se soulager. Ils comprenaient parfaitement que les règles normales du comportement avaient été abandonnées pour la durée de l'expérience. Ils se trouvaient chacun dans une pièce isolée, seuls comme dans des toilettes ordinaires, mais 85% d'entre eux n'ont pas pu uriner. Le complexe inculqué par leurs parents était plus fort que leurs besoins physiques. « Tout ceci n'est qu'une digression sans intérêt, lâcha Cap. « Absolument pas, reprit Van Less. Je voudrais que vous compariez un instant l'apprentissage de la propreté et celui du contrôle du feu. Il y a de nombreuses ressemblances et une différence notable, à savoir le degré d'urgence. Si un enfant met du temps à être propre, les conséquences sont désagréables, mais mineures. Sa chambre sent mauvais, sa mère doit le changer sans arrêt, et au pire, le bébé aura une légère irritation si sa peau est sensible ou sa mère trop négligente. Mais un enfant qui peut mettre le feu, pensez aux conséquences. » Les yeux de Van Less se mirent à briller. « Je tiens les parents McGee en très haute estime, reprit-il. D'une manière ou d'une autre, ils sont parvenus à éduquer l'enfant. J'imagine qu'ils ont commencé très tôt, avant même qu'elle ne soit capable de marcher à 4 pattes. L'ennui, capitaine Hollister, c'est que vos ordinateurs suggèrent qu'elle est en train de surmonter son complexe. Tout concourt à l'aider dans cette voie.
Elle est jeune, le complexe n'est pas encore solidement implanté par les années, et son père est avec elle. Est-ce que vous vous rendez compte de la signification de ce simple fait? Non, bien sûr. Le père est l'image de l'autorité. Il tient les rênes psychiques de toutes les fixations chez l'enfant du sexe féminin. Pour la petite fille, il est comme Moïse. Sa loi est la loi. Il sait la faire respecter. Il est sans doute la seule personne à pouvoir faire sauter ce blocage. Cap jeta un coup d'œil à sa montre et constata que Van Ness était dans son bureau depuis 40 minutes. Il avait l'impression que son discours durait depuis des heures. Avez-vous terminé? J'ai un autre rendez-vous. Quand des complexes de cette sorte sautent, reprit Van Ness, c'est comparable à l'explosion d'un barrage après des pluies torrentielles. Ça commence par de légères fissures, trop insignifiantes pour être remarquées. D'après les informations de votre ordinateur, nous en sommes là, avec la petite Maggie. Vous pensez qu'elle s'est servie de son pouvoir à l'incitation du père dans le but de l'aider? Le barrage peut craquer d'un seul coup, crachant des milliers de tonnes d'eau qui vont tout détruire sur leur passage, noyer tout être vivant, changer le paysage à jamais. La voix grinçante de Van Ness s'était élevée jusqu'à devenir un cri de vieillard brisé, mais l'effet était plus génial et pathétique qu'impressionnant. Écoutez, reprit-il, pour une fois, écoutez ce que je vous dis. Enlevez vos œillères. L'homme en lui-même n'est pas dangereux. Il a un petit pouvoir, une sorte de joujou, et il le sait parfaitement. Il n'a pas pu s'en servir pour gagner des milliers de dollars. Il ne contrôle ni les humains ni les nations. Il a utilisé son don pour aider des femmes obèses à perdre leurs kilos, pour aider des cadres timides à retrouver leur assurance. Il ne peut se servir de cette chose ni trop souvent, ni très bien. Quelque chose, un facteur physiologique interne le limite. Mais la petite fille est incroyablement dangereuse. Elle est en fuite avec son père, placée dans une situation de survie difficile. Elle a peur. Lui aussi a peur, et c'est ce qui le rend dangereux. Encore une fois, pas en lui-même, mais parce qu'il est forcé, à cause de vous, de rééduquer complètement son enfant. Vous le poussez à changer les conceptions de la gamine sur le pouvoir qui l'habite. Vous le contraignez à obliger Charlène McGee à s'en servir. Van Ness respirait bruyamment. Suivant pas à pas le scénario, la fin était proche à présent, Cap demanda calmement. « Et qu'est-ce que vous suggérez ?»« L'homme doit être tué, répondit-il. Et rapidement, avant qu'il n'ait pu attaquer plus avant le complexe que sa femme et lui ont inculqué à leur fille. La petite aussi doit être éliminée, au cas où les dégâts auraient déjà été accomplis. »« Van Ness, ce n'est qu'une enfant, après tout, dit Cap. D'accord, elle peut mettre le feu partout. Nous appelons ça de la pyrokinésie. Mais dans votre bouche, ça sonne comme l'apocalypse. Ça le sera peut-être, insista Van Ness. Vous ne devez pas vous laisser abuser par son âge et en oublier le facteur Z. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites. Et si le don de mettre le feu n'était que la partie immergée de l'iceberg? Supposez que ses pouvoirs s'accroissent. Elle n'a que 7 ans. À cet âge-là, John Milton n'était peut-être qu'un petit garçon peinant pour écrire son nom lisiblement avec un morceau de charbon de bois. L'enfant a grandi et il a écrit Le Paradis perdu. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, laissa tomber Cap. Je parle de potentiel de destruction. Je parle de talent lié à la glande pituitaire. Cette glande n'est pratiquement pas en activité chez un enfant de l'âge de Charlotte McGee. Qu'arrivera-t-il à l'adolescence quand elle se réveillera, quand elle deviendra pour une vingtaine de mois la force la plus puissante du corps humain, régentant toutes les fonctions, depuis la brusque maturation des caractères sexuels primaires et secondaires jusqu'à l'augmentation du pourpre rétinien dans l'œil? Imaginez que vous ayez alors une gamine capable de provoquer une explosion nucléaire par la seule force de sa volonté. C'est la chose la plus absurde que je n'ai jamais entendue, dit Cap. Vraiment? Alors laissez-moi passer de l'absurdité à la folie furieuse, capitaine Lister. Supposez qu'il existe ce matin, quelque part, une petite fille qui possède en elle, à l'état latent pour le moment, le pouvoir de briser la terre en deux, comme une assiette de porcelaine dans un stand de tir. Ils se regardèrent tous les deux en silence. Soudain, l'intercom bourdonna. Au bout de quelques secondes, Cap se pencha et appuya sur la touche. « Oui, Rachel ?» Bon sang, le vieux fou avait bien failli l'avoir, juste à l'instant. Van Ness était une sorte de corbeau de malheur, un sinistre pessimiste. Cap, fonceur par nature, ne l'en aimait que moins. « On vous appelle sur une ligne brouillée, dit Rachel, depuis la zone d'opération. »« D'accord, Rachel, merci. Faites patienter 2 minutes. »« Bien, monsieur. » Il se renfonça dans son siège. « Je suis obligé d'abréger cet entretien, docteur Van Ness. Soyez sûr que je prendrai en considération tout ce que vous m'avez dit. »« Vraiment ?» demanda le vieil homme. La partie morte de sa bouche semblait adresser un sourire cynique à Hollister. « Oui, répondit Cap. « La fille, reprit Van Ness. La fille, Maggie et ce type, Richardson.
constituent les 3 derniers points d'une équation morte, capitaine Hollister. Effacez-les, recommencez à zéro. Cette enfant peut être très dangereuse. Je prendrai en considération tout ce que vous m'avez dit, répéta Cap. Faites-le, dit Van Ness, qui se mit finalement debout avec peine, s'aidant de sa canne. Il lui fallut du temps. L'hiver approche, commenta-t-il. Mes vieux os redoutent le froid. Vous restez à Longmont ce soir demanda Cap. Non, Washington. Cap hésita puis dit. Descendez au Mayflower. Il se peut que je veuille entrer en contact avec vous. Quelque chose brilla dans le regard du vieillard. De la gratitude? Oui, ça ne pouvait être que ça. Très bien, capitaine Hollister. Il se dirigea vers la porte en s'appuyant sur sa canne. Un vieil homme qui avait un jour ouvert la boîte de Pandore et voulait à présent détruire tout ce qui en était sorti au lieu de s'en servir. Quand le battant se referma sur lui, Cap poussa un soupir de soulagement et décrocha le téléphone à brouilleur. Qui est à l'appareil demanda Cap. C'est Orv Jamienson, monsieur. Alors, vous l'étonnez, Jamienson? Non, pas encore, monsieur, mais nous avons découvert quelque chose d'intéressant à l'aéroport. Oui, quoi? Eh bien, tous les appareils téléphoniques à pièces sont vides, et nous avons trouvé quelques pièces de 10 et 25 cents sur le sol de certaines cabines. Ont-elles été fracturées demanda Cap. Non, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Ils n'ont pas été fracturés, et ils sont vides, tout simplement. La compagnie du téléphone s'arrache les cheveux. Très bien, Jamienson, dit Cap. Ça va accélérer les choses, reprit Oji. On pensait qu'il avait laissé la gamine dehors et s'était présenté tout seul à la réception. En tout cas, maintenant, on cherche un type qui a payé sa chambre avec de la petite monnaie. À supposer qu'il soit dans un motel et non pas planqué quelque part dans un chalet de vacances, dit Cap. Oui, monsieur. C'est bien, continuez à chercher, Oji. Oui, monsieur, merci. Il paraissait absurdement heureux qu'on se souvienne de son surnom. Cap raccrocha. Il ferma les yeux pendant 5 minutes et réfléchit. Une douce lumière automnale pénétrait dans le bureau par la baie, illuminant et réchauffant la pièce. Cap se pencha en avant et appela Rachel. John Rainburn est-il là? Oui, Cap. Laissez-moi encore 5 minutes, puis faites-le entrer. Je veux parler à Norville Bates, en zone d'opération. C'est lui le grand chef jusqu'à l'arrivée de Hal. Oui, monsieur, répondit Rachel d'un air de doute. Ce sera forcément une ligne ouverte. La liaison par talkie-walkie n'est pas très... Oh, ça ira, fit Cap, impatient. Il fallut 2 minutes. La voix de Bates lui parvenait fluette et grésillante. Un brave homme, ce Bates. Pas très imaginatif, mais bosseur. Le genre de type parfait pour tenir le fort jusqu'à l'arrivée d'Albert Steinovitch. Norville Bates expliqua à Cap qu'il commençait à étendre le filet aux villes voisines. Oakville, Tremont, Mesa-Lancet, Hastings Glen et Luton. Très bien, Norville, c'est parfait. Cap pensa à Van Ness. Vous le forcez à rééduquer complètement la petite fille. Il pensa à Jamieson et aux appareils téléphoniques vides. Ce n'était pas l'œuvre de McGee, mais celle de la fillette. Et comme elle était encore chargée, elle avait brûlé les chaussures du soldat, par accident sans doute. Van Ness serait content de savoir que Cap allait suivre 50% de ses conseils. Le vieux débris avait été particulièrement éloquent ce matin. Il y a du changement, commença Cap. Nous devons sanctionner le grand garçon. Une sanction définitive. Vous me suivez? Sanction définitive, répéta Bates d'une voix neutre. Oui, monsieur. Très bien, Norville, murmura Cap. Il raccrocha et attendit que John Rainbird fasse son entrée. La porte s'ouvrit quelques instants plus tard. Il entra, énorme, affreux. Il était tellement silencieux, ce métis de Cherokee, qu'une personne assise à son bureau en train de lire ou d'écrire une lettre n'aurait absolument pas remarqué sa présence. Cap savait à quel point cette particularité était rare. La plupart des gens pouvaient sentir quelqu'un d'autre dans une pièce. Van Ness avait un jour appelé cette capacité le sens du fond du tonneau, un savoir né d'informations infinitésimales fournies par les 5 sens normaux. Avec Rainbird, on ne sentait rien. Aucune des antennes sensorielles ne vibrait. Steinovitch avait eu une phrase étrange à propos de cet homme un soir dans le salon de Cap devant un verre de Porto. C'est le seul être humain que je connaisse qui ne pousse pas l'air devant lui quand il marche. Cap était content qu'il soit de leur côté, parce que Rainbird était la seule créature humaine qui l'avait jamais terrifié. Rainbird était un troll, un orc, un plus qu'humain. Il mesurait près de 2,10 m et portait ses longs cheveux noirs et brillants tirés en arrière et attachés en un court catogan. 10 ans auparavant, une mine Claymore lui avait explosé à la figure durant sa seconde période au Vietnam, et son visage n'était plus qu'un festival d'épouvante, tissu cicatriciel et chair dégoulinante. Son œil gauche avait disparu. À sa place se creusait un cratère béant.
Il refusait d'avoir recours à la chirurgie esthétique ou de se faire poser un œil artificiel parce qu'au moment où il rejoindrait les terrains de chasse de ses ancêtres, on lui demanderait de montrer les cicatrices de ses blessures de guerre. Quand il disait ce genre de choses, on ne savait jamais s'il fallait le croire, s'il était sérieux ou vous menait en bateau pour une raison connue de lui seul. Avec les années, Rainbird s'était montré étonnamment bon agent, en partie parce qu'il n'avait pas du tout l'air d'en être un, mais surtout parce que derrière le masque de chair se cachait un esprit habile, furieusement intelligent. Il parlait 4 langues couramment et se débrouillait dans 3 autres. Il prenait actuellement des cours de russe pendant son sommeil. Il avait une voix grave, musicale et cultivée. « Bon après-midi, Cap !»« Nous sommes déjà l'après-midi ?» demanda Cap. Rainbird sourit, dévoilant 2 rangées de dents parfaitement blanches. « Des dents de requin » pensa Cap. « Depuis 14 minutes ? J'ai trouvé une montre digitale Seiko au marché noir de Venise. C'est fascinant. Des petits chiffres noirs qui changent constamment. Un miracle de la technologie. J'ai souvent pensé, Cap, que nous nous sommes battus au Vietnam non pour gagner, mais pour accomplir des miracles technologiques. Nous avons fait cette guerre pour créer la montre digitale bon marché, le ping-pong à domicile qui nous enchaîne à la télévision et le calculateur de poche. Au cours de la nuit, je regarde ma montre neuve. Elle me dit que seconde après seconde, je me rapproche de ma mort. Ce sont de bonnes nouvelles. « Asseyez-vous, mon ami, répondit Cap. Comme toujours, lorsqu'il parlait à Rainbird, sa bouche était sèche et il devait retenir ses mains de s'entrelacer et se tortiller sur la surface polie de son bureau. Et pourtant, il pensait que Rainbird l'aimait bien, si tant est qu'il aimait qui que ce fût. Rainbird s'assit. Il portait un vieux jean et une chemise en chambray passée. « Comment était Venise ?» demanda Cap. « Elle s'enfonce. J'ai un travail pour vous, si vous l'acceptez. Pas grand-chose, mais ça peut mener à une mission que vous trouverez considérablement plus intéressante. »« Dites-moi, dit Rainbird. »« C'est strictement du volontariat, insista Cap. Vous êtes toujours au repos. »« Dites-moi, répéta doucement Rainbird, et Cap parla. Son entretien avec Rainbird dura 15 minutes, qui lui parurent des heures. Quand l'Indien partit, il poussa un long soupir. Van Ness et Rainbird, dans une même matinée, c'était trop pour n'importe qui. Mais beaucoup de choses avaient été réglées durant cette demi-journée, et l'après-midi réservait peut-être des surprises. Il appela Rachel. « Oui, Cap. Je vais déjeuner, chérie. Voulez-vous me faire monter quelque chose de la cafétéria ? N'importe quoi. Merci, Rachel. » Enfin seul. Le téléphone à brouilleur reposait silencieusement sur son socle épais, bourré de micro-circuits, de microprocesseurs et de Dieu savait quoi encore. Quand il sonnerait à nouveau, ce serait probablement Albert ou Norville, annonçant que tout était terminé dans l'État de New York. La fille, tombée entre leurs mains, son père mort, des bonnes nouvelles. Cap ferma les yeux. Des pensées, des phrases flottaient dans sa tête, comme de larges cerfs-volants paresseux. Domination mentale. Les grosses têtes du service affirmaient que le potentiel était énorme. Imaginez un type comme Maggie à côté de Castro ou de l'ayatollah Khomeini. Imaginez-le s'approchant suffisamment près de ce coco de Ted Kennedy pour lui suggérer que le suicide était la meilleure des solutions. Imaginez un type comme ça lâché sur les leaders des différents groupes de guérilla communistes. C'était une honte de le sacrifier, mais ce qui avait réussi une fois pouvait être reproduit. La fillette, qui possède le pouvoir de briser la terre en deux comme une assiette de porcelaine dans un stand de tir. Ridicule, bien sûr. Van Ness était devenu aussi fou que le petit garçon de l'histoire de Laurence, celui qui pouvait deviner les gagnants des courses de chevaux. Le Lot-6 s'était transformé en acide de batterie, perçant d'énormes trous dans son bon sens. Il s'agissait d'une petite fille, et non pas d'une arme apocalyptique. Il devait absolument la garder suffisamment longtemps pour comprendre ce qu'elle était et mesurer ce dont elle était capable. C'était le seul moyen de réactiver le programme de test sur le Lot-6. Si on arrivait à la persuader d'utiliser ses pouvoirs pour le bien du pays, tant mieux. Tant mieux, pensa Cap. Le téléphone à brouilleur lança brusquement son long cri rauque. Le pouls de Cap s'accéléra quand il décrocha.